La 4e étape de la saison 2021 d'Euroscar GT Challenge fait escale sur le circuit du Castellet. Après Manicourt, Nogaro et le Val de Vienne, Philippe Naniche et Christian Rossi, les organisateurs, jouent à domicile sur ce tracé de 5 km 820 qui accueille 26 autos en ce premier week-end d'août. Format de course inchangé pour ce challenge multimarque labellisé FFSA, plusieurs séances de roulage afin que les pilotes se préparent avant la séance de qualification d'une durée de 30 minutes, suivie par 2 courses d'1 heure. Une recette qui fonctionne depuis quasiment 20 ans. J'ai connu l'Euroscar il y a déjà pas mal d'années. C'est une compétition ouverte à tout le monde. On peut très bien avoir des pros qui viennent, on peut très bien avoir des amateurs qui viennent. Et je trouve que pour débuter la compétition, c'est l'idéal. Un niveau assez homogène pour tout le monde. Super plateau, des belles voitures, toutes les marques confondues, intéressant. J'ai fait beaucoup de championnats déjà, mais je trouve que c'était une belle expérience. J'avais jamais concouru en course auto avant. Alors, j'avais déjà participé à un track day avec Philippe Naniche, donc je m'attendais à avoir un accueil chaleureux et bienveillant. Donc je confirme, c'est effectivement le cas aussi sur son Euroscar. 2B Automobile, c'est le team Meca qui m'accompagne depuis maintenant plus d'1 an sur tous les différents circuits que je pratique. Ils sont de Chambéry, donc voilà, le sud et le soleil et la montagne. Il y a Nathalie Guédon qui est souvent là au Castellet. Elle fait pas toutes les manches, mais on essaye de la motiver pour qu'elle participe à tous les circuits, qu'elle découvre un peu le reste de la France. Je suis pas loin, je suis à domicile. C'est un circuit qui est rapide. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de repères, donc il faut se chercher des repères dans la nature. Autour de nous, les arbres, un poteau. Paul Ricard était un peu plus compliqué que les autres pour moi parce qu'un peu plus vite. Donc on n'a pas les mêmes références en vitesse moyenne. Les pilotes rapides tirent vers le haut, les pilotes un peu moins rapides, voilà, on travaille sur les acquis, on bosse beaucoup, c'est très important. C'est des formats qui sont sympas. 2 fois 1 heure, ça fait quand même rouler. Il y a une pause entre les deux. C'est d'endurance, puisqu'il faut terminer les 2 courses pour être classé. Et ça, c'est vachement important pour l'attitude gentleman. Il y a de la concurrence, hein. Il y en a des cups, hein. Des 991, ouais, il y en a. Ouais, dans la même catégorie que moi. L'amatrice que je suis va vous dire prendre beaucoup de plaisir, mais la compétitrice qui est en moi va vous dire on espère un podium. Une fois le traditionnel briefing dispensé par Philippe Naniche, les pilotes sont prêts à se battre contre le chrono. La pole position au scratch et en catégorie R1 revient à Frédéric Ancel sur la 991 Cup numéro 33 de l'équipe Porsche Lorient. Une séance marquée par un contact entre la Porsche de Jean-Charles Levy et celle de Yann Panlou qui a nécessité d'importantes réparations pour l'équipe 911 Impact avant la première course. En R2, Julien Poncelet signe le meilleur temps pour sa première participation à une épreuve Euroscar et sera 4e sur la grille de départ à bord de la Porsche 991 Cup de la formation de Autosport. La pole en R0 revient à Franck et Lucas Robet sur leur BMW M6 GT3, tandis qu'en R3, Olivier Clément s'est illustré au volant de sa Porsche 996 Cup de l'équipe Tornade Racing. Enfin, le chrono de référence de la catégorie R4 est signé Nicolas Béraud sur la Ligier JS2R de l'équipe CTF Performance. Il est quasiment midi en ce dimanche 1er août, les concurrents se mettent en place, la première course est sur le point d'être lancée. Dernier sur la grille de départ, Yann Panlou part sur les chapeaux de roue. C'est également le cas de Frédéric Ancel sur la Porsche numéro 33 qui conserve sa première position. La Ferrari numéro 5 de Berthet se hisse immédiatement en 2e place, tandis que Nathalie Guédon sur la Porsche numéro 6 connaît un départ difficile, elle est retombée au 11e rang. Alors que Lucas Robet repasse par les stands, Yann Panlou réalise un festival en piste. La Porsche numéro 7 était 26e et dernière sur la grille, elle remonte 10e derrière la Porsche numéro 1 d'Olivier Severini après seulement quelques kilomètres. Aux avant-postes, la Ferrari numéro 5 de Berthet prend le meilleur sur Ancel, tandis qu'en R2, Severini devance Julien Poncelet et Frédéric Bessières. 5e, Jérémy Faligan doit se méfier du retour éclair de Yann Panlou, alors que Berthet continue d'attaquer pour creuser l'écart sur Ancel. Les 2 hommes sont suivis par Mario Cordoni et Samuel Bozio. À la poursuite de Nicolas Béraud, leader en R4, Charles Pax part à la faute dans le double droit du Bosset. Pas d'erreur en revanche pour Yann Panlou, toujours sur un rythme effréné à bord de sa Porsche de l'équipe 2B Autosport.
La lutte continue en catégorie R2 entre Severini sur sa Porsche numéro 1 réparée et le vainqueur de la Coupe du Monde de karting en 1999, Julien Poncelet, sur la Porsche numéro 22, auteur de très bons chronos. Belle bataille également pour la 6e place entre Mathieu Pontet, Jérémy Faligan et Karl van de Vostine, mais ces derniers vont perdre du temps après un tête-à-queue parfaitement synchronisé à la Sainte-Baume. Alors que l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement est imminente, Alexis Berthet a porté son avance à 11 secondes sur Frédéric Ancel avant de laisser son volant à Patrick Michelier. Superbe prestation de Yann Panlou, désormais 4e derrière Mario Cordoni. Les premières voitures s'engouffrent dans les stands et le balai des changements de pilotes se met en place. Nicolas Gaberel laisse son baquet à Philippe Secchi, tandis que Pascal Gibon s'apprête à affronter Patrick Michelier, Olivier Favre ou Mario Cordoni pour la victoire. Après les arrêts, Patrick Michelier ne compte plus que 2 secondes d'avance sur son nouveau dauphin, Mario Cordoni. Olivier Favre est désormais 3e à 5 secondes, tandis que la Porsche numéro 33 de Gibon est 4e à 19 secondes de la Ferrari de tête. Une Ferrari menacée puis dépassée par la Porsche numéro 46 de l'Italien Mario Cordoni. Le pilote GDL Racing connaît bien cette piste du Castellet pour y avoir roulé beaucoup avec une Ferrari 458 en compagnie d'Andrea Montermini. Il commence à creuser l'écart immédiatement sur Michelier et Favre à moins de 10 tours du drapeau à damier. Certains concurrents se font piéger à la chicane, mais ce n'est pas le cas d'Olivier Clément à bord de la Porsche numéro 15, large leader en R3 devant Charbonneau et Agier. Veni, Vidi et peut-être bientôt Vici pour Cordoni, mais attention à ne pas partir à la faute sur ce tracé exigeant, comme le montre Georges Canas, 3e en R2, derrière Damien Roche et Jean-Charles Lévy. Leader jusqu'au drapeau à damier, Cordoni s'impose dans cette première course du week-end devant la Ferrari de Michelier et la Porsche de Favre. En R0, victoire pour la famille Robé. En R4, Porret-Béraud s'impose sur la Ligier numéro 11. Enfin en R3, Clément l'emporte devant Charbonneau, Agier, Ray, Kerdraon et la pilote paraplégique Virginie Picard sur la Porsche numéro 24. On est là avec Virginie, avec le petit Caïman. J'ai un rôle en fait de mettre en place le team, les mécanos, transporter la voiture, que la voiture soit le plus fiable possible et puis que son système, fonctionne bien. Je suis pas tout seul, Moi je pars toujours du fait que ça s'appelle Tinso Assistance, c'est le team, mais j'ai des mécanos. Sans les mécanos, je fais pas grand chose. Et j'ai pris Paul comme coach, qui font que Virginie va progresser pour essayer de monter une catégorie l'année prochaine. C'est toujours après l'aspect mental qui peut éventuellement pêcher un peu, donc on travaille dessus et chaque course est une source d'apprentissage à ce niveau-là. Je lui tire mon chapeau parce que c'est la persévérance. Il y a des fois ça va pas, c'est compliqué. Elle peut perdre le moral un petit peu, mais elle est combattante. Et ça, c'est vraiment avec quelqu'un avec qui on prend plaisir à travailler. C'est une voiture qui est très ludique. En fait, je commence à bien m'amuser avec, parce que je commence à bien comprendre comment elle fonctionne. Après, chaque circuit étant différent, il faut s'adapter. Au début, Paul, il a fait des courses partagées avec elle, mais on s'est aperçu que c'était mieux qu'elle essaye de faire la course en totalité. C'est une marque de confiance de la part de Paul Lanchère et de Christophe Tinso, c'est que tout simplement ils jugent que je suis au niveau pour prendre la course toute seule. Donc je les en remercie et j'espère être digne de leur confiance. C'est dur, la Nogaro elle a fini la deuxième course épuisée, mais malgré tout, ça lui permet de savoir aller chercher dans un peu le fond d'elle-même, la capacité maximum à toujours rouler vite, même fatiguée. Parce que ça, si un jour, voilà, l'objectif c'est de faire les 24 heures du Mans, c'est d'aller vraiment au maximum et ça dure longtemps. Pour les avoir fait quelques fois, je dirais que c'est important d'avoir cette attitude-là. Après ce coup de projecteur sur la formation Tinso Assistance, les équipes sont prêtes à affronter une dernière fois cette piste de 5 km 820. Une course qui se disputera malheureusement sans la Ferrari numéro 4 de Faligan-Moyola, victime d'un souci mécanique. Les 25 concurrents sont prêts à en découdre. C'est parti pour cette course d'1 heure où d'emblée Mario Cordoni conserve les commandes devant Berthet, Favre et Ancel. Excellent départ de Julien Poncelet, premier R2, déjà 5e devant Samuel et Bozio. En cette fin de journée sur le circuit Paul Ricard, les pilotes s'en donnent à cœur joie. Un début de course incisif pour Julien Poncelet sur la Porsche numéro 22 qui se paye même le luxe de dépasser Frédéric Ancel à la chicane. Derrière on retrouve Olivier Clément en tête de la catégorie R3,
et Nicolas Béraud, leader du R4 sur sa Ligier JS2R Orange de l'équipe CTF Performance. Un peloton groupé et fourni qui offre des batailles à tous les niveaux. Attention donc aux petites erreurs qui pourraient se payer cash. Nous sommes avec Olivier Favre qui doit se méfier du retour de Julien Poncelet. Sur un rythme dingue, le pilote de la Porsche numéro 22 est désormais sur le podium du scratch après ce dépassement sur Favre. En tête, Mario Cordoni déroule, il devance Michelier et Poncelet, revenus seulement à 1 seconde 6 de la Ferrari. Leader en R0 à bord de leur BMW de l'équipe Racetivity, Franck et Lucas Robé font une course solide et pointent en 14e position du scratch. En tête, Mario Cordoni semble très à l'aise et possède plus de 5 secondes d'avance sur Michelier et Poncelet. La Ferrari qui commet une petite erreur et qui va perdre 2 places dans l'intervalle au profit de Poncelet et Van de Vostine. Alors qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie, Cordoni et Poncelet se livrent une bataille à distance. La Porsche numéro 22 est revenue à moins de 5 secondes du leader alors que la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Olivier Favre figure parmi les premiers à entrer et va laisser son volant à son équipier Yann Panlou pour la fin de course. Idem pour la Porsche numéro 76 de la famille Bozio. Mais le scénario de cette course allait totalement être modifié. Poncelet va écoper d'un drive-through pour avoir coupé la ligne d'entrée au stand, tandis que Cordoni, le leader, va devoir effectuer un stop and go pour non-respect du temps réglementaire d'arrêt. Une hiérarchie bouleversée avec Berthet désormais leader virtuel devant Cordoni qui doit encore passer par les stands. Yann Panlou s'attaque lui à Hugues Van de Vostine avec succès. Le pilote de B Autosport est désormais en 3e position après cette manœuvre nette et sans bavure. Yann Panlou va tenter de revenir sur les 2 voitures de tête à moins de 8 tours de l'arrivée. En tête, la lutte est intense entre la Porsche de Cordoni et la Ferrari de Berthet. Piégé lors du dépassement de la BMW numéro 14, leader en R0, Cordoni perd du temps et voit Berthet le déborder. Grosse déception pour l'Italien qui décide d'effectuer son stop and go dans la foulée. Berthet possède désormais plus de 30 secondes d'avance sur Yann Panlou et sa Porsche numéro 7. Ressorti 3e devant Hugues Van de Vostine, Mario Cordoni tente de s'accrocher, mais le rythme de Berthet et Panlou est élevé. L'Italien vainqueur de la première course devra finalement se contenter de la 3e position. Mais cette manche allait connaître un nouveau coup de théâtre lorsque la Ferrari de tête perdait plus de 35 secondes dans le tout dernier tour suite à une crevaison et laissait la victoire de cette 2e manche à la Porsche numéro 7. Rappelé à l'ordre par la direction de course, certains pilotes doivent repasser par la voie des stands, tandis qu'Alexis Berthet tente de ramener sa voiture à bon port, mais les 30 secondes d'avance ne seront pas suffisantes pour s'imposer. Magnifique remontée pour la Porsche numéro 7, qui, rappelons-le, s'était lancée en 26e et dernière position de la première course. Berthet sauve tout de même sa 2e place face à Cordoni. 10e du scratch, Georges Canas s'impose en R2 et devance Olivier Clément, victorieux en catégorie R3. Des applaudissements pour les différentes voitures qui se sont illustrées dans cette course. Au cumul des 2 manches de ce Roscar 105, Mario Cordoni s'impose au scratch et en R1. Georges Canas s'illustre en R2 devant Frédéric Bessières et Roche Poncelet. En R3, victoire d'Olivier Clément devant le duo Jean-Marie Agier, David Charbonneau. En R4, Nicolas Béraud et Gilles Porret devancent Thierry Cario. Lucas et Franck Robé remportent la catégorie R0, tandis que la Coupe des Dames revient à Nathalie Guédon, qui termine à une très belle 5e place au scratch en compagnie de Philippe Châtelet. Je me suis très amusé, j'ai trouvé une belle ambiance, une belle organisation, beaucoup de voitures, pilotes variés comme performance, mais des beaux pilotes aussi. Et bon, j'ai très aimé, je pense que je vais refaire. Après, j'ai eu la malchance de Ferrari, à la fin il m'a aidé. Mais les courses sont toujours comme ça, il faut accepter, il faut savoir que juste au dernier mètre, on n'arrive pas, on n'est pas sûr. Clap de fin sur cette 4e manche de la saison 2021 de Roscar avec la remise des trophées par Philippe Naniche et Christian Rossi. Les différents lauréats des catégories sont mis à l'honneur dans le bâtiment principal de ce circuit du Castellet. Prochain rendez-vous avec le Roscar GT Challenge sur le circuit de l'Ednon les 18 et 19 septembre 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site roscar.fr. On se quitte sur des images de la soirée concoctée par Philippe Naniche, Christian Rossi et leurs équipes. Un dîner-concert sur les run-off du virage du Pont sur le thème du casino.